Alors comment on fait pour trouver le calme, mais pas en partant s'isoler, non, en plein milieu du bazar de nos vies? C'est ça la vraie question. L'idée, ce n'est pas de rêver d'un monastère perché sur une montagne, c'est de trouver comment le construire ce monastère, mais à l'intérieur de nous. Voilà, on est en plein dedans avec cette citation. Elle pose le décor, parfaitement. C'est vrai, on imagine toujours le zen, la paix intérieure, comme un truc qu'on atteint dans un endroit super calme. Mais la réalité, elle est tout autre, non? La vraie épreuve, c'est de garder ce calme quand la vie nous envoie tout ce qu'elle a. Le stress, les disputes, les échecs. C'est là justement que le vrai travail commence. Ok, alors pour comprendre, il faut d'abord poser le diagnostic. Quel est le problème de base? Eh bien, la plupart du temps, on a l'impression de ne pas vraiment vivre, mais de réagir. On est constamment en mode réactif, comme des marionnettes. Les événements extérieurs tirent les ficelles et nous on danse. Et au cœur de tout ça, il y a un mécanisme interne assez fascinant. Et un peu tordu, il faut le dire. C'est ce qu'on appelle le jeu des valeurs. En gros, sans même s'en rendre compte, on passe notre temps à classer les gens. Lui, il est au-dessus, elle en dessous. Et ce jeu de comparaison permanent, ça nous met une pression de dingue, parce qu'on a l'impression que notre propre valeur est sans cesse remise en question. L'image du suricate est parfaite pour décrire ça. Ce jeu nous transforme en suricate. On est là, toujours la tête levée, aux aguets, à scanner tout ce qui se passe, mais on ne cherche pas des prédateurs. Non, on cherche quoi? L'approbation, ou on redoute la critique. Toute notre attention est tournée vers l'extérieur. On attend un signe, n'importe quoi, pour savoir comment on doit réagir. Bon, face à tout stress, qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe, c'est quasi toujours le même. On se bat. On résiste. On essaye de pousser les émotions qui dérangent sous le tapis, de faire comme si elles n'existaient pas. Le truc, c'est que cette stratégie, non seulement elle ne marche pas, mais en plus, elle empire les choses. En fait, on a deux options. D'un côté, la résistance, imaginez des sables mouvants, plus on se débat, plus on coule. C'est exactement ça. Et de l'autre côté, il y a l'acceptation. Mais attention, accepter, ça ne veut pas dire être passif ou se résigner, pas du tout. C'est juste reconnaître ce qui est là sans se battre. Et c'est seulement quand on arrête cette lutte qu'on commence à retrouver un peu d'air, un peu d'espace pour bouger. Pour que ce soit plus clair, on peut prendre l'analogie du tuyau d'arrosage. C'est une super image. Imaginez que vos émotions, c'est l'eau qui coule dans ce tuyau. C'est un flux naturel. Que l'émotion soit bonne ou mauvaise, elle est juste censée passer. Mais qu'est-ce qui se passe si on décide de pincer le tuyau pour tout arrêter? Le résultat est couru d'avance, non? Quand on pince le tuyau, l'eau ne disparaît pas. Évidemment. Au contraire, la pression monte, elle monte, elle monte, juste derrière le point de blocage. C'est pareil pour l'énergie émotionnelle. Elle s'accumule, elle devient de plus en plus intense, jusqu'à ce que, boum, ça explose. Et cette explosion, ça peut être une crise de panique, un burn-out, un craquage complet. D'accord, donc si se battre ne marche pas, quelle est la solution? Eh bien la solution n'est pas de faire quelque chose de plus, mais de changer complètement de perspective. C'est toute la différence entre se dire « je suis en colère » et « je ressens, j'observe de la colère en moi ». Il s'agit de trouver ce point de calme absolu, comme l'œil au milieu du cyclone. Et cette idée nous amène directement au concept de présence, rendu célèbre par Eckhart Tolle. C'est ça, la clé de tout. La présence, c'est quoi? C'est prendre conscience qu'il y a une part de nous-mêmes qui, en fait, n'est jamais touchée par tout le chaos de surface. C'est comme un espace de calme profond, une conscience silencieuse qui est toujours là, juste en dessous du vacarme de nos pensées et de nos émotions. Cette citation, elle est géniale parce qu'elle rend l'idée super concrète. On n'est plus dans un concept philosophique abstrait, c'est une expérience réelle. C'est ce sentiment d'avoir un œil invisible qui observe Marc, ou mettez votre prénom, vivre ses trucs, ses émotions, ses galères. C'est cette conscience témoin qui regarde le personnage qu'on joue tous les jours. Et ça, c'est l'idée la plus importante. Vraiment. Cette paix intérieure, on n'a pas à la fabriquer. Elle est déjà là, il faut juste la retrouver. Cet observateur, cet œil invisible, ce n'est pas une nouvelle compétence à apprendre. Non, c'est notre état de base, notre état naturel, qui est juste enseveli sous des tonnes de bruit mental. Tout le défi, c'est de réussir à se reconnecter à ça. Ok, c'est bien beau tout ça en théorie. Mais en pratique, comment ça marche? Comment on fait pour activer cet observateur justement quand ça chauffe? En pleine dispute, quand on vient de se prendre un mur, ou quand l'anxiété nous submerge? Oui, c'est la question cruciale. Parce qu'un outil pour rester calme, qui ne marche que quand on est déjà calme, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne quand on en a vraiment besoin. Alors, concrètement, comment on fait? On va voir ça étape par étape. Alors voilà la méthode, en 4 temps. Premier point, le plus dur peut-être, on arrête de se battre. On lâche complètement l'envie de faire disparaître l'émotion. Deuxième point, on change de perspective. On fait mentalement un pas en arrière. On passe du mode « je suis l'émotion » au mode « je regarde l'émotion ». Troisièmement, on observe, sans juger, juste avec curiosité. Tiens, ça fait quoi dans mon ventre, dans ma gorge? Et quatrièmement, on respire. On laisse l'émotion être là, on ne la nourrit pas,
on ne la juge pas et on revient à son souffle. Et pour s'entraîner, pour muscler cet observateur, il y a des petits exercices tout simples. Par exemple, la marche méditative. On marche, mais sans but précis, juste pour observer ce qui nous entoure. Ou alors, on prend un objet, n'importe quoi, une tasse par exemple, et on l'observe, mais vraiment, chaque détail, chaque imperfection, chaque reflet. Le but de tout ça, c'est toujours le même. Sortir la conscience du lave-linge de nos pensées et la ramener, ici, maintenant. Et on touche là à un paradoxe incroyable. On passe notre temps à courir pour échapper à ce qui est désagréable. Mais en fait, c'est cette course, cette fuite, qui donne toute sa force au monstre. Le monstre, c'est l'émotion. C'est seulement quand on s'arrête de courir, qu'on se retourne et qu'on lui fait face, sans se battre, qu'il commence à perdre son pouvoir et à se dissiper. Pour conclure, une dernière pensée qui est, je trouve, assez libératrice. Dans notre monde qui nous pousse sans arrêt à être performant, à être intéressant, à plaire, juste s'autoriser à être un peu ennuyeux, à ne pas jouer le jeu, c'est presque un acte de rébellion. S'autoriser à rester avec soi-même, dans son corps, avec ce qui est là, même si c'est inconfortable. C'est peut-être ça, au fond, la vraie paix. C'est de se fuir soi-même pour enfin trouver cet espace de calme, même et surtout au cœur du chaos.